On trouve au Japon 35 000 restaurants de ramen, c'est beaucoup. C'est pile le nombre de boulangeries en France, pour vous donner une idée, sur un territoire qui est bien plus petit. Donc autant vous dire que dans une ville comme Tokyo, on trouve des ramen à chaque coin de rue, même plusieurs par rue, même plusieurs par immeuble, plusieurs par étage. Bon, j'arrête là. Et heureusement pour nous, sinon le monde serait bien triste. Il existe plein de sortes de ramen et on va tous les tester dans cette vidéo, c'est faux. On va pas tester toutes les ramen du Japon parce qu'il y en a évidemment beaucoup trop pour un seul humain. Il y en a même beaucoup trop de sortes, honnêtement, pour qu'on les teste toutes. Mais on va en tester beaucoup et ce que je peux vous dire, c'est que on va se faire plaisir aujourd'hui. Les ramen, c'est principalement 4 choses. On a un bouillon, on a ensuite un assaisonnement qu'on appelle le tare en japonais. Il y a évidemment les nouilles, des nouilles de blé, et puis il y a tout ce qui vient au-dessus, toute la garniture. Généralement, on a du porc. Regardez ces tranches comme elles sont bien épaisses, ça s'appelle le chashu. On a un œuf mariné, le hajitama, souvent mollet. On a aussi assez souvent des feuilles d'algues nori. Et puis on peut avoir de la ciboule, des pousses de bambou, pas mal de choses comme ça. Regardez mes nouilles comme elles sont bien épaisses. C'est un plaisir. Au niveau de l'assaisonnement, il y a de base 3 choix. Shio, miso, shoyu. Donc en général, dans un ramen comme celui-là, on choisit l'assaisonnement, la taille aussi du ramen. Là, j'ai pris la grande taille au moli et on peut choisir si on rajoute de la viande, des œufs, quelques petits accompagnements, des choses comme ça. Là, il se trouve que j'ai pu choisir également le niveau de gras du bouillon. Donc là, j'ai pris très gras et parfois, on peut choisir aussi la fermeté des nouilles. Donc il y a quand même quelques petites options. Il faut être habitué. Généralement, on fait des petits essais au début et après, on trouve vraiment ce qu'on préfère. Ici, je suis dans un ramen à Hokkaido. Les ramen de Hokkaido sont quand même assez connus et il se trouve que c'est vraiment très bon. J'adore les nouilles bien épaisses, bien fermes comme ça. Le test de l'œuf, est-ce qu'il est mollet ou pas? Ah, il est vraiment parfait, c'est un bonheur. Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone, une appli qui vous permet d'apprendre jusqu'à 25 langues, dont évidemment le japonais. Très pratique si vous voulez voyager au Japon et commander vos ramen comme un pro. Omori, katame, neginuki, toire wa doko desu ka? Avec Rosetta, la façon d'apprendre est très simple et naturelle. On apprend le japonais en japonais avec des quiz et des exercices de répétition. Il n'y a pas de grammaire, pas d'exercice de conjugaison comme à l'école. C'est plus fun, plus condensé aussi sur des exercices de 5 à 10 minutes qu'on peut faire un peu partout. Sakana, le poisson. Gyuniku, le bœuf, on adore ça. Du poulet. Du pain avec du beurre. Bata tsuki no pan. Donc ça, c'est plus de la lecture. J'ai un choix multiple avec 3 trucs, donc c'est assez facile. Koshou tsuki no salada. Koshou tsuki no salada. On répète, c'est simple, on s'amuse. C'est Rosetta Stone. Je vous mets bien évidemment un lien en description pour découvrir ça. Si vous l'utilisez, ce lien, vous avez 60% de réduction sur l'offre à vie sur toutes les langues. Ça veut dire que si dans un an, vous voulez apprendre le chinois ou le suédois, c'est possible. L'offre est satisfait remboursée en plus, donc vous pouvez tester le service pendant 30 jours pour voir si ça vous convient ou pas. Merci Rosetta Stone. Je viens de me rendre compte que c'est déjà la 8e année qu'on travaille ensemble. Je me demandais, Benoît, à chaque fois je me posais la question. C'est vrai qu'il y a 2 teams sur le bouillon, ceux qui le boivent et qui le boivent pas? Ouais, mais en vrai, tu peux être de la team je le bois ou je le bois pas en fonction du bouillon surtout. En gros, c'est plus tu kiffes, plus tu te rajoutes du plaisir. Je pense que si vraiment tu kiffes ton ramen, tu bois le bouillon. Par contre, faut pas compter les calories quoi. Tout le gras est là-dedans. Ouais, c'est vraiment épais. Par contre, ce qui se fait beaucoup au Japon, c'est que tu commandes du riz blanc, tu le mets dans ton bouillon qui reste et ça te fait une petite soupe de riz à la fin et c'est incroyable. Bah, en tout cas, là aujourd'hui, je vais être team je bois le bouillon. Ouais, je comprends. Je me régale. La guerre, c'est comme la sodomie. Ça peut faire mal sur le coup, mais une fois que c'est passé... Ouais, t'es sûr pour le texte là? Parce que je t'avoue, c'est un petit peu violent des fois les transitions, on passe de la viande à... Ouais? Ok, bah une autre façon de le dire. D'accord. La guerre, c'est fantastique. Putain, mais tu casses les... Mine de rien, on doit à la guerre pas mal d'évolutions dans le monde. Sans la guerre, on n'aurait peut-être pas Internet, on n'aurait peut-être pas les GPS, pas d'avion à réaction, pas de micro-ondes, on n'aurait pas les mêmes vêtements, on n'aurait pas les mêmes médicaments et on n'aurait pas les mêmes ramen. À l'échelle de l'histoire, les ramen, c'est tout nouveau. J'explique. Les Chinois, ça fait plus de 2000 ans qu'ils mangent des nouilles dans du bouillon, donc c'est pas nouveau, mais c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'ils importent ce plat au Japon. Parce qu'avant 1868, pendant l'ère Edo, le Japon, il était fermé du reste du monde, pire que la Corée du Nord. Pendant 200 ans, à part quelques commerçants hollandais qui étaient un petit peu tolérés à Nagasaki sur une île vite fait, et puis peut-être 2-3 Chinois par là qui faisaient de la diplomatie, il y avait 0 étranger dans le pays. Et ça rigolait pas. Ice aux États-Unis, à côté, c'est des chatons. Au Japon, s'il y avait un jésuite qui débarquait sur le territoire pour apporter la bonne parole, il était noyé, décapité, crucifié. Et c'est pas lui qui choisissait la méthode, hein.
Donc il n'y avait pas beaucoup de culture étrangère qui rentrait au Japon à ce moment-là, y compris en termes de cuisine. Le Japon à l'époque, c'était du riz blanc, du poisson, des légumes marinés, pas ce qu'il y a de plus fun dans la cuisine japonaise en ce moment. Et les nouilles, c'était des nouilles de sarrasin, les soba, ou des nouilles udon, pas des ramen. D'ailleurs, il n'y avait pas de cuisine grasse, il n'y avait presque pas de viande, assez peu de blé aussi cultivé dans le pays, donc rien à voir avec les ramen. C'était l'opposé. Et puis à la fin du 19e siècle, le Japon ouvre ses frontières. Les Chinois sont les premiers à s'installer dans le pays, déjà parce qu'ils sont juste à côté, c'est les plus proches, et aussi parce que eux, ils viennent pas pour coloniser ou évangéliser le pays, donc ils sont bien mieux accueillis par les Japonais. Et là, bam, toute la cuisine chinoise débarque au Japon. Les gyoza, les bao, la viande, le riz cantonné, les yakisoba, et j'en passe, et bien sûr, je vous le donne en mille, les ramen. Alors tous ces plats ne sont pas 100% ceux qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, parce que les Japonais sont connus pour ça. Ils adaptent les plats étrangers à leur goût, ils le faisaient déjà à l'époque, ils le font encore maintenant, et j'ose le dire, même si ça peut se discuter, ils améliorent la plupart des plats, dont les ramen. C'est dit. Le premier restaurant de ramen ouvre à Tokyo, à Asakusa, en 1910. Les premières ramen qui étaient dégustées au Japon étaient toutes petites. C'était pas considéré comme des plats principaux. C'était plutôt des encas et on les mangeait plus par curiosité qu'autre chose. C'est loin des gros plats de ramen qu'on a aujourd'hui. On parle ici d'un plat très simple avec un bouillon assez léger à base de porc et de poulet, des nouilles assez fines et juste une tranche de viande et un peu de ciboule et c'est fini. Et le goût à l'origine c'était shoyu, sauce de soja. Évidemment, le premier restaurant de ramen qui a ouvert à Tokyo, il a fermé depuis longtemps. Il a fermé en 1976, il s'appelait Lai Lai Ken. Mais il y a pas mal de restaurants qui ont reproduit cette recette ou alors qui ont gardé cet esprit de ramen traditionnel, très légère, très simple. Ici, je suis au musée des ramen à Shin-Yokohama et on peut tester 7 ou 8 variétés de ramen différentes juste dans le même endroit. Donc croyez-moi, c'est un endroit très sympa pour tester différentes ramen qui viennent de différentes époques et de différentes régions du Japon. Donc les ramen, c'est à peine plus d'un siècle d'histoire, mais c'est seulement, et on y arrive, après la Seconde Guerre mondiale, que le plat se démocratise et devient les ramen tels qu'on les connaît maintenant. Quand on pense Seconde Guerre mondiale et Japon, on se rappelle surtout de Hiroshima et Nagasaki, mais la réalité, c'est que quasiment toutes les grandes villes japonaises ont été bombardées. Et c'est même là qu'on a eu les plus grosses pertes humaines. Les villes de Tokyo, Osaka, Yokohama, Kobe sont détruites à entre 30 et 50%. Les victimes se comptent en centaines de milliers. À Tokyo, il y a eu un bombardement qui, juste en 2 nuits, a fait plus de 100 000 victimes. Et au-delà de ça, on a un pays après la guerre qui est à reconstruire totalement. Il y a plein de personnes qui se retrouvent sans logement, sans travail, sans rien. Des millions de personnes. Il faut donc trouver une source de nourriture qui soit chaude, bon marché et simple à cuisiner et puis aussi qui remplit bien le ventre. Et qu'est-ce qui coche toutes ces cases? Les ramen. Surtout qu'à l'époque, l'aide alimentaire qui vient des États-Unis, c'est du blé. Donc on peut faire des nouilles à foison et que parmi les choses qu'on trouve le plus au marché noir et le plus facilement, il y avait du porc et de la sauce de soja. Alors oui, je parle de marché noir ou de marché parallèle si vous voulez, parce que après la guerre, les Japonais étaient rationnés. Tout le circuit de la nourriture était contrôlé et comme le circuit officiel ne suffisait pas à nourrir la population, les gens dans les villes se sont organisés pour déployer ce qu'on appelle des yatai, des petites baraques comme ça sur roulettes pour cuisiner, la nuit pour vendre entre autres, mais surtout des ramen de contrebande. Ouais, c'était généralement illégal de manger des ramen à cette époque parce que c'était fait avec de la nourriture qui n'était pas contrôlée, souvent des restes, des os de porc qui traînaient, des légumes qu'on prenait dans les jardins, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que les ramen évoluent le plus parce qu'on utilise ce qu'on a sous la main et parce qu'on veut un plat qui soit non plus léger mais un truc qui là tienne bien le corps parce qu'on a souvent que ça à bouffer dans la journée. Donc les plats sont plus gras, plus variés aussi et ils vont évoluer en fonction des villes et des régions du Japon. Bon là, à ce stade de la vidéo, on n'a encore rien vu. Pour vous donner une idée de ce qui nous attend sur le monde des ramen au Japon, je vous mets juste quelques photos qui traînent dans mon téléphone. J'ai pas pour habitude de prendre tous les plats que je mange en photo, mais après 17 ans passés au Japon, je peux vous dire que des ramen, j'en ai mangé. Je pense que j'ai testé bien plus d'une centaine de ramenya, les restaurants de ramen, à travers tout le pays. J'ai bien sûr mes préférences. Personnellement, j'adore les nouilles qui sont bien fermes, bien épaisses et un bouillon qui est bien gras comme ça, bien puissant en goût. Et par conséquent, j'adore les tsukemen. Là, tu vas goûter un de mes plats préférés du monde entier. C'est quoi l'intérêt de tremper dans le bouillon plutôt qu'avoir le bouillon déjà? Goûte et j'explique après.
intéressant, mais je sais pas ce que ça apporte de tremper dans le bouillon. Il y a deux spécificités à ça. La première, en général dans les tsukemen, les nouilles sont beaucoup plus épaisses. Moi j'adore ça, donc c'est plutôt bien. Mais surtout le fait de les tremper au fur et à mesure que tu les manges, ça fait qu'elles vont rester fermes jusqu'à la fin. Donc il y a un des avantages, c'est que le bouillon il peut devenir plus froid, mais l'avantage c'est que la consistance des nouilles va rester la même jusqu'à la fin. Ok. Donc moi je trouve ça super bon. C'est une affaire de subtilité. Mais c'est des ramen, juste qu'ils ont pas mis les nouilles dans le bouillon quoi. Là, on est chez ce qu'on appelle un petit vieux en jargon, à 2 pas de chez moi. Et la plupart des ramenias, des magasins, des restaurants de ramen, sont des petits boui-boui comme ça, avec un comptoir où t'as 4-5 personnes qui peuvent s'accouder et 1 ou 2 tables. On peut loger 12 personnes dans une toute petite pièce et c'est là que c'est les meilleurs. Au début, j'étais pas fan pour le fait que ça refroidissait. Donc maintenant, c'est un de mes trucs préférés au Japon, vraiment. Les nouilles dans le ramen, c'est bien évidemment essentiel. Elles peuvent être super fines, elles peuvent être larges, elles peuvent être plates, elles peuvent être rondes. Souvent, plus un plat est riche et plus les nouilles sont épaisses. Et inversement, plus on a un bouillon clair avec moins de porc, plus de poulet, et plus on va utiliser des nouilles qui sont fines, même si vous allez voir, on peut évidemment casser les codes, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans tous les cas, on ne fait pas des ramen n'importe comment. Si on veut pas des nouilles qui se ramollissent et tiennent pas dans le bouillon après 2 minutes, il faut respecter certains principes. Déjà, la farine utilisée, elle est à base de blé dur, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un blé qui est très riche en protéines pour être fort en gluten. C'est ça qui va donner la fermeté et l'élasticité des ramen. C'est l'ingrédient principal. Petite note en passant, si un jour vous voyez des enseignes qui proposent des ramen sans gluten, c'est pas des ramen. Je sais que ça existe et c'est peut-être très bon, mais c'est juste pas des ramen. C'est des nouilles à base de riz ou autre chose, ça n'a rien à voir. C'est comme du porc halal, c'est pas possible. Is it halal? Is smoky barbecue pork halal? Yes. Le deuxième élément essentiel, c'est le kansui. C'est du sel alcalin. On peut préparer ça avec du bicarbonate, mais généralement les chefs ils utilisent une solution déjà toute prête qu'on va rajouter dans l'eau avant de pétrir la pâte. Ça donne de l'eau alcaline tout simplement, et c'est ça qui vient renforcer le gluten des nouilles pour les raffermir encore plus. Ça donne aussi du goût, une odeur particulière, et c'est ça aussi qui donne la couleur jaune des ramen. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'il y a des œufs dedans, il y a beaucoup de ramen sans œufs, au contraire, c'est le kansui qui donne aux nouilles la couleur jaune en plus de la fermeté. Bref, pas de gluten, pas de ramen, mais aussi pas de kansui, pas de ramen. À ce moment-là, ça devient des udon, c'est très bon aussi, mais c'est une autre variété de nouilles. Là, je suis en train de manger ce qu'on appelle des mase soba. C'est des ramen, mais sans bouillon. Alors, je vous disais un peu plus tôt que les bouillons, c'était un élément essentiel des ramen. Eh ben, j'ai menti, parce qu'on peut avoir des ramen avec tout ce qu'il y a de ramen, des nouilles ramen et tous les éléments qu'on a dans un ramen classique, mais sans le bouillon. Et ça s'appelle mase soba, là en l'occurrence, mais il y a une autre version qui s'appelle abula soba. C'est un peu la même chose, un peu plus simple. Mase soba, c'est une version revisitée du plat, un peu plus travaillée. Là, on voit qu'il y a du jambon dessus, très très rare. Pas mal. Et la spécificité des mase soba, des abula soba, c'est qu'on a des nouilles bien épaisses, c'est bien gras, petite sauce très épaisse, un peu huileuse à l'intérieur, ça tient vraiment bien au corps, c'est très riche. Là j'ai pris une portion assez grosse. Mase en japonais ça veut dire mélanger, donc il faut se démerder à mélanger. Ça va, tu galères pas avec ça toi. Bon appétit. Ils sont au citron, c'est trop bon. Là, je vous parle de abula soba, mase soba. Alors, qu'est-ce que c'est que ça du coup? C'est des ramen ou c'est des soba? Eh ben, c'est bien des ramen. Sauf que au Japon, on a ce qu'on appelle les soba japonaises, qui sont des nouilles à base de farine de sarrasin et pas de blé. Mais en japonais, le mot soba désigne aussi les nouilles en général, toutes les nouilles. Donc abula soba, mase soba, c'est bien des ramen, c'est fait avec du blé et du kansui, c'est pas des soba. Et là, dans ces nouilles, il n'y a pas de bouillon. Mais le bouillon, c'est quand même, pour l'immense partie des ramen, un élément qui est crucial, extrêmement dur à faire. C'est une science quasiment, et chacun a sa recette. Le bouillon, il est fait généralement à base de carcasses de poulet, de porc, avec des légumes, un peu d'huile aromatique. Certains restaurants aussi entretiennent ce qu'on appelle un bouillon perpétuel. Ça veut dire qu'on jette jamais le bouillon de la veille, on en garde un fond et on remet les nouveaux ingrédients dans celui-là. C'est un petit peu comme le pain au levain en France. On garde un petit peu de pâte au frigo et puis on la ressort pour le pain du lendemain ou du surlendemain. Mais malheureusement, ça se fait de moins en moins parce que les normes sanitaires se renforcent et du coup, on peut plus faire de ramen à l'ancienne. Enfin, en tout cas, de moins en moins, malheureusement. Un des bouillons les plus durs et aussi les plus longs à faire, c'est aussi un des meilleurs, c'est le bouillon tonkotsu.
De retour dans le musée des ramen, dans un restaurant qui s'appelle Isso, dont la spécialité est le tonkotsu. Le tonkotsu, ça vient du sud du Japon, de l'île de Kyushu, et c'est connu pour être le ramen le plus riche et le plus technique à préparer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tonkotsu, c'est pas un assaisonnement comme shio, shoyu ou miso. C'est un bouillon à base d'os de porc, bouilli à très forte ébullition pendant 12 à 24 heures. Pour faire le bouillon, on utilise des os qui sont riches en moelle et en collagène. Généralement, c'est le fémur ou alors les pieds de porc. C'est ça qui donne des ramen qui sont très grasses, très riches, très fortes en goût. Et pour obtenir cette couleur qui est blanche et crémeuse, les os sont nettoyés, brossés pour enlever toute la chair ou tout le sang qui pourrait rester dessus. Et vous l'avez remarqué, mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure, les tonkotsu en général, c'est servi avec des nouilles qui sont très fines. Et c'est la finesse des nouilles qui vient contraster justement avec la puissance, avec la richesse du goût. Ouais, on fait toujours du bruit en mangeant des ramen au Japon. On peut manger plus vite, c'est refroidi, on a la soupe qui se mange avec les nouilles, c'est meilleur. C'est quand même marrant qu'on ait transformé un plat qui à la base était juste fait pour être pas cher et nourrissant en un des plats les plus populaires du Japon. Les tonkotsu, il y en a partout. Attention le test de l'œuf. Ah oui, il est bien, ça c'est un bon œuf. J'adore les tonkotsu ramen. Au Japon, il y a 3 écoles de ramen. Comprenez 3 styles, 3 courants, 3 philosophies presque. Le tonkotsu, c'est comme on vient de le voir, l'école de Kyushu. Des ramen qui sont pour pauvres mais riches. Je veux dire par là que c'est un plat d'après-guerre avec un bouillon qui est fait avec des os littéralement. Donc le but, c'était d'être pas cher et nourrissant. À l'opposé du pays, dans le nord, on a l'école de Sapporo, où là, c'est un bouillon également assez riche, où en plus on vient rajouter du beurre parce qu'il fait froid, c'est la région où les hivers sont rudes. Cette fois-ci, le bouillon, il est traditionnellement mélangé à un assaisonnement au miso, et en plus on y rajoute du maïs parce qu'il y en a plein dans le coin. Enfin, on a l'école de Fukushima, de la ville de Kitakata. Là, on a un bouillon un peu plus clair, avec un thalé à base de shoyu, et des nouilles qui sont bien épaisses comme je les aime, et plein de viande. En plus, deux spécificités là-bas. La première, c'est qu'on utilise de l'eau locale qui vient d'un lac super pur. Et aussi dans le coin, les gens, je ne sais pas pourquoi, mangent les ramen au petit déjeuner. Pourquoi pas? Ça, ce sont les piliers, ok? Mais on peut aller encore beaucoup plus loin parce qu'en fait, chaque région, même chaque ville, a quasiment son école des ramen. À Tokyo, on va trouver des ramen qu'on va dire classiques, c'est-à-dire un bouillon un peu plus léger à base de poulet et de porc, un thalé au shoyu et des nouilles qui sont généralement fines ou moyennes. Personnellement, c'est pas du tout ce qui m'excite le plus. À Okinawa, tout au sud du Japon, on trouve des Okinawa soba. Donc encore le mot soba qui vient s'inviter dans les ramen. Et là-bas, c'est très différent des autres ramen. Déjà, on a des nouilles qui sont rondes, très fermes, avec des gros blocs de porc fondant dans un bouillon qui est pour le coup assez léger, peu gras, pas très salé et à base de porc et aussi de bonite. Alors c'est normal, on est sur des îles tropicales, donc on mange plus léger, on intègre du poisson. Essayez-les, c'est vraiment très très bon. Il y a un goût qui est vraiment à part. C'est un des plats japonais d'ailleurs qui représente le mieux le goût umami, le fameux 5e goût qui est rattaché à la cuisine japonaise beaucoup, parce qu'il y a un mélange de viande et de poisson qui est assez doux et il n'y a pas de gras, pas de sel ou pas d'épices qui viennent masquer le goût des aliments. Si vous connaissez les spätzle, les pâtes de l'Est de la France, ça me fait beaucoup penser à ça, les Okinawa soba. Et puis il y a l'école de Kyoto, où là on va trouver un bouillon de poulet, mais de poulet super gras et super épais. On va passer rapidement ici car ça commence à faire beaucoup de ramen pour nous tous. Tenkaipin, c'est une chaîne très populaire d'environ 200 restaurants, originaire de Kyoto et qui représente très bien le style de ramen de cette ville. Ils sont surtout connus pour leur bouillon très épais, mais en réalité, on peut choisir. Un bouillon léger se dit assali, tandis qu'un bouillon épais se dit kotteli. Et bien sûr, ici, tout le monde prend plutôt kotteli. Si je vous en parle, c'est parce que c'est l'une des enseignes qui vous propose le plus grand choix sur le menu, donc pas mal pour commencer, mais soyez prévenus, encore une fois, on est ici sur un plat bien gras, bien épais. Ce qu'on vient de voir là ensemble, croyez-moi, c'est la base. C'est de là que partent toutes les déclinaisons de ramen et il y a pas de limite. On peut trouver des ramen au citron, des ramen aux tomates, au curry, au fromage, aux épices. Une vie ne suffirait pas pour tester toutes les ramen du Japon, même toutes les sortes, toutes les recettes de ramen au Japon. Donc vous l'avez compris, les ramen, c'est complexe, même pour les Japonais. D'ailleurs, c'est pas un plat qui se cuisine à la maison. C'est trop difficile. C'est difficile de faire les nouilles, c'est difficile de faire le bouillon. Déjà, réussir un œuf mollet, c'est pas si simple. Alors faire des bonnes ramen à la maison, c'est mission impossible. C'est pour ça qu'il y a autant de restaurants de ramen au Japon. On les mange quasi exclusivement dehors,
dehors, pas à la maison. Ou alors on les mange en nouilles instantanées, mais ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir quels sont vos ramen préférés, ou si vous avez des adresses à partager, ou celles qui vous donnent le plus envie. Dites-le moi en commentaire. Je viens d'y penser, mais moi j'adore les Jiloke. J'en ai même pas parlé dans cette vidéo. Il faut qu'on fasse un volume 2. Dites-moi si ça vous intéresse aussi, parce qu'il y a tellement d'autres trucs à dire dessus. Merci aussi à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle la présence du lien dans la description si vous voulez apprendre le japonais ou une autre langue. Des bisous. Putain, comment j'ai fait pour oublier les Jiloke? Qu'est-ce que je suis con, j'y étais il y a même pas une semaine avec Link. Pas grave, ce sera dans le volume 2.